La guerre en Ukraine a de multiples causes. Il y a des causes ethniques, il y en a d'autres qui viennent tout simplement d'une rivalité entre l'OTAN et la Russie. Mais ce qui m'a intéressé dans le livre qu'a écrit mon invité, eh bien, c'est que l'on parle de beaucoup de causes qui sont liées plutôt à un système mafieux. Enfin, même si le mot mafieux n'est pas adapté, disons un système de gang qui sévissait énormément en Ukraine. Et donc, pour pouvoir parler de ces causes-là, eh bien, j'ai voulu inviter Thierry Marignac, qui a donc écrit le livre La guerre avant la guerre. Je vous mets un lien dans la description pour ceux qui veulent aller chercher le livre chez son éditeur. Et Thierry Marignac, bonjour. Bonjour, Vous êtes donc, merci de m'inviter. vous êtes, je vous en prie. Vous êtes donc journaliste et vous avez écrit plusieurs livres, notamment sur l'Ukraine. Un qui date de 2004, puisque c'est à cette époque-là que vous avez découvert Kiev. Oui, Et enfin, je puis l'ai un écrit en beaucoup plus récent. 2004, mais il est sorti en 2000. Il est sorti en 2006, mais enfin, je l'ai écrit en 2004 pendant la Révolution Orange. Voilà. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans votre expérience, on voit la révolution orange, on voit ce qu'il s'est passé ensuite, et puis ce qui nous a amené petit à petit à la guerre. Thierry Mérignac, est-ce qu'on pourrait commencer justement par votre première visite en Ukraine pendant la révolution orange? Qu'est-ce que vous avez découvert comme système politique là-bas et surtout comme système euh, est-ce que le mot mafieux convient, enfin, comme système de gang, voilà, gang, je crois que c'est plus adapté. Ouais. On dit mafieux, c'est une facilité parce que on a tous les références Coppola, quoi. Hmm. En réalité, c'est une construction un petit peu différente, un tissu un peu différent, tant en Ukraine qu'en Russie d'ailleurs, puisque les deux pègres sont liés. C'est plutôt un système qui ressemblerait plus à une sorte de cours des miracles un peu structuré, quoi, avec la complication de l'oligarchie. Donc, ce que j'ai découvert là-bas, j'étais là-bas pour faire au départ, j'en ai déjà parlé, je vais me répéter, j'étais là-bas pour faire au départ une enquête sur la toxicomanie. Hmm. J'avais réussi à obtenir une subvention de George Soros, enfin de son organisation plus exactement, Oui, subvention oui. assez modeste. Il m'avait loué un studio et payé quelques billets de train. En Ukraine, ça va pas très loin. Et là, effectivement, j'ai été témoin de la révolution orange, puisqu'elle avait éclaté, je sais pas, peut-être une semaine avant que j'arrive. Donc c'était évident que j'allais pas éluder l'histoire en marche sous mon nez. Et puis j'ai vu le fléau des drogues en Ukraine, qui s'était répandu comme un incendie de forêt après l'effondrement du mur, auquel il n'y avait pas eu encore de réponse adaptée. La réponse Pour qu'on se adaptée, rende compte, pardon. excusez-moi, pour qu'on se rende compte, vous dites le fléau des drogues, c'est un fléau des drogues comme il y a un fléau de la drogue en France, ou c'est un fléau de la drogue bien pire? Enfin, on était à quel niveau de fléau? On était en situation vraiment d'urgence, quoi. Si vous voulez, j'ai D'accord. fait les banlieues de Kiev, d'Odessa et de Simferopol. Euh, Partout, j'ai marché sur des seringues. Partout, on faisait le travail de réduction des risques à la sortie des laboratoires. Chaque banlieue avait son laboratoire, parfois deux, puisque le phénomène le plus important, c'était le plus grave, c'était la méthamphétamine. Mais il y a aussi, et notamment dans le sud, des laboratoires où ils fabriquent une sorte de paille d'opium, non, enfin un opiacé, une sorte de morphine à partir de la paille d'opium, excusez-moi. Et partout, j'ai vu la police passer chercher son enveloppe. C'était pas, D'accord. c'était comme dans une série américaine, mais là, je l'ai vu. Et j'étais parfois à l'intérieur des laboratoires quand ils sont passés chercher leur enveloppe. Et en fait, après, j'ai découvert que c'était un système, euh, ça allait jusque toute la hiérarchie y participait. Quand D'accord. on voyait avec mon camarade Volodymyr Mousseyev
au point d'échange de seringues de l'hôpital numéro 5, on voyait les voitures de patrouille passer dans les allées de l'hôpital et racketter les camés à la sortie de la consultation du VIH. Faut le faire quand même. Et lui, il avait peur de rien, donc il les insultait. Mais après, il m'a dit, tu sais, Thierry, au fond, je leur en veux même pas, parce qu'ils reproduisent ce que font tous leurs chefs. Ça, c'était Et c'est une déjà corruption qui remontait, c'est une corruption qui remontait jusqu'au bon, politique, jusqu'au je dirais ministre. maire, président, etc. Ah d'accord, Jusqu'au ministre. Si vous d'accord, voulez, quand je suis arrivé en 2004, la police, il y avait plus de drogue qui circulait. C'était marrant. J'arrivais pour faire une enquête sur la toxicomanie. Il n'y avait plus de drogue qui circulait. Parce que la police avait dit non pendant qu'il y a des journalistes, à cause de la Révolution Orange, pendant qu'il y a des journalistes qui sont là, il n'y a rien qui circule. Donc pendant 15 jours, il n'y avait pas grand-chose. Et puis d'accord. après, bon, ils se sont détendus. Et c'est Et si vous voulez, Non, allez-y, je vous écoute. mais si vous voulez, c'est une féodalité particulière dans l'ensemble de féodalités qui constituent la société ukrainienne. On pourra en dire autant sur certains aspects de la société russe, mais la société russe, elle est construite sur un socle d'État qui a 1000 ans. Il a été périodiquement pénétré par les mafias, périodiquement purgé. La dernière fois, c'était Yeltsin. Et puis le régime actuel, il s'est institué en collaborant avec les parrains qui ont réussi à survivre pendant les guerres sauvages des années 90. Donc le milieu criminel se stabilisant en quelque sorte. En Ukraine, ça s'est jamais stabilisé parce que l'Ukraine, c'est un État qui n'a que 30 ans et où les bandes se sont succédées au pouvoir. C'est la grosse différence. D'accord. Et Voilà. là, en fait, Donc, mais des féodalités comme ça, et quand vous y êtes, en fait, on a quoi? On a plusieurs bandes rivales qui possèdent le marché de l'opium et qui se font des petites guerres, ou ou c'est quelque chose d'assez uni avec un parrain à la tête qui est peut-être un ministre ou non, président. Enfin, bon, il y avait parfois des bandes. Vous savez, dans l'Union soviétique, traditionnellement, comme ils bougeaient beaucoup, c'est les tziganes qui étaient les dealers. Donc à ce niveau-là, il y avait un point de vente autour d'Odessa qu'on appelait Palerme, qui avait été fait avec la complicité de la police en réalité. Mais la plupart du temps, il ne s'agissait pas de ça. La plupart du temps, c'était des laboratoires locaux. C'est le chimiste du quartier. Et le racket, il est directement de la police. Il y a peu de gros dealers. Il doit y en avoir, mais c'est pour les drogues raffinées. Et les drogues raffinées, faut être très riche pour en consommer en Ukraine. Or, les Ukrainiens sont pauvres. Donc, ils les fabriquent eux-mêmes, comme on fabrique sa vodka en province. Voilà. d'accord, d'accord. Donc on a une multitude de bandes et puis au-dessus un racket qui permet enfin qui arrose toute l'échelle politique, c'est ça? Oui, Et oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Bon, d'accord, écoutez, et alors, voilà, et alors, le problème était énorme, hein. La vitesse de progression du sida et de l'hépatite C, qui étaient des phénomènes directement liés, était foudroyante, au point que ça a attiré effectivement l'attention de l'OMS, l'UE, l'ONU, enfin, etc., quoi, les grandes institutions internationales. Et ils ont attribué une subvention qui était une subvention de 100 millions de dollars, mais dans ces cas-là, ils la donnent jamais en une seule fois, les grandes institutions internationales. Donc, c'est en 5 fois. Ils ont envoyé la première partie, la première tranche de 20 millions de dollars, et dans l'audit qui a suivi, ils se sont aperçus qu'il y avait moins de 2% qui avaient servi au but initial.
C'est-à-dire que la police, la justice, la médecine s'en étaient mis plein les poches. C'est à partir de là qu'ils ont exigé qu'il y ait une intervention de la société civile par l'intermédiaire des ONG, et que là, l'Occident a mis le pied dans la porte parce qu'ils ont été obligés de modifier la législation, puisque par exemple l'échange de seringues, qui est un élément essentiel pour éviter la contamination du sida, était illégal. Et donc, les institutions internationales, en exigeant l'intervention de la société civile, ont dit il faut modifier la législation sur ce point d'échange de seringues. Une fois qu'ils avaient fait ça, ils avaient mis le pied dans la porte parce qu'ils avaient réussi à faire modifier la législation d'un État indépendant. Et ces ONG, qui sont philanthropiques, mais pas que, sont aussi bourrées d'agents d'influence, elles sont bardées d'avocats qui ont des tas d'autres projets qui n'ont rien à voir. Voilà. Ok. Et donc elles mettent le pied dans la porte. Comment ça nous amène derrière Comment ça nous amène tout ça derrière à la guerre entre la Russie qui envahit l'Ukraine. C'est là que c'est là que je bloque, c'est-à-dire parce que pour vous c'est vraiment une guerre de gangs qui dégénère, mais comment on y arrive petit à petit en fait à tout ça? Si vous voulez, on a les Ukrainiens eux-mêmes et puis deux grandes puissances. Donc, très clairement, la Russie et puis en gros les Américains. Il y a les Anglais aussi qui ont une présence importante, et les Allemands. Les Américains, ils sont connus pour ça, ils s'appuient sur le milieu. Les Russes, ils s'appuient sur le milieu qui leur est favorable à eux. Si vous voulez, le pouvoir en Ukraine a été confisqué par les clans de l'Est, qui étaient traditionnellement les alliés de Moscou, jusqu'en 2004 en réalité, jusqu'à ce que Yushchenko parvienne au pouvoir. Donc il est assez logique que les Américains, et les Occidentaux en général, je dirais les Euro-Américains, soutiennent plutôt par exemple les clans de l'Ouest de l'Ukraine et ceux du centre pour arracher le pouvoir à la mainmise des clans de l'Est. Et c'est dans ce sens-là que c'est une guerre de gang. Et si vous voulez, si vous remontez un petit peu plus loin dans l'histoire jusqu'aux années 90, vous trouvez des racines dans une bande russo-ukrainienne de Brooklyn, de Brighton Beach, où il y avait des grands voyous russes et ukrainiens qui s'étaient importés là-bas, et qu'on retrouve en 2014 dans des camps opposés dans la première guerre du Donbass. Ils étaient dans la même bande et ils se tiraient dessus, chacun ayant sa couleur idéologique. D'accord. Donc c'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là que je dis pas que tout. Je dis qu'il y a une partie, il y a un certain aspect de cette guerre qui est directement issu d'une guerre du milieu. Parce que c'est tous des seigneurs de la guerre là-dedans, ils sont tous rivaux. Donc, et il y a le partage des richesses, et il y a le loyer du gaz. C'était ça le truc pour lequel se battaient les oligarques entre eux, là-bas. C'était sur le loyer du gaz, c'est ça qui rapportait énormément d'argent. Et c'est ça qui a permis à Yanukovych de revenir au pouvoir en 2010, grâce à la princesse Orange, vous savez, avec ses tresses, qui l'a trahi pour une histoire qui avait trait aux pipelines, où tout d'un coup, elle n'avait pas sa part. Et donc, elle a fait un renversement d'alliance. Yushchenko est tombé, Yanukovych est revenu. Avec lui, les clans de l'Est. Et puis en revenant, tout d'un coup, il était intouchable. Il se disait, je suis immortel. On m'a évincé en 2004, je reviens en 2010. Donc, le racket
le racket a été à la mesure de son intouchabilité. C'est-à-dire, il s'est mis à tout prendre. On m'a raconté, mon ami Vova Moseyev m'a raconté que dans une épicerie des Carpates où il gagnait même pas ça dans l'année, il y a tout un coup des fonctionnaires qui sont venus en exigeant 20 000 $, ce qui est une somme énorme pour l'Ukraine. Et donc ça, mais ça, c'est un Donc racket. évidemment, Enfin, ça a créé un mécontentement populaire. Hmm. oui, mais ça, c'est ce que j'allais dire, c'est que ça, c'est un racket qui crée forcément un mécontentement populaire et qui risque de faire, de renvoyer à une révolution, quoi, de faire ce genre de choses. Et, euh, et du coup, et la place de gens comme, alors, il y a deux noms qui sont beaucoup sortis, où on a beaucoup parlé justement de mafieux ou de chefs de gang. On a parlé d'un côté du fils Biden et de l'autre côté de Zelensky. Donc, Zelensky, il est mouillé dans ce genre de choses ou c'est quelqu'un qui est venu complètement Bah, à côté écoutez, il faut voir, il faut remonter un petit peu plus loin. En 2005, Zelensky, il était pro-Yanukovych. Il était pour le parti des régions. Mhm. Donc, complètement dans le pouvoir qui était plus ou moins, parce que c'est pas si simple que ça, plus ou moins aligné sur les Russes. Euh, D'accord. pour voir, pour bien comprendre qui est Zelensky, enfin, et son équipe, il faut voir qui a produit Zelensky. Celui qui a produit Zelensky, c'est l'oligarque Kolomoïski, qui était propriétaire des studios de télévision qui ont fait la gloire du président de l'Ukraine, et qui après a été son soutien et son bailleur de fonds pendant sa campagne. Mhm. Pourquoi est-ce qu'il a été son soutien et son bailleur de fonds pendant sa campagne? Moi, je reviens à un épisode, un incident qui s'est passé au début 2015, après le Maïdan. Donc, euh, où un soir, j'étais à Kiev, on m'a dit de pas sortir parce que c'est dangereux. Et quand j'ai demandé pourquoi, on m'a dit regarde la télé. Et là, l'oligarque Kolomoïski, qui était président de l'Union des Juifs, propriétaire du club de football Dynamo, et qui entretenait 3 bataillons dans le Donbass pour plusieurs millions de dollars Mhm. par mois, il avait pris le siège de l'entreprise de pipeline. C'est là où je vous disais, c'est le loyer du gaz qui les intéresse, les oligarques. C'est là où il y a de l'argent. Il avait pris donc le siège d'une entreprise de pipeline qui s'appelait Transnaft, parce que Poroshenko, qui était quand même vraiment l'homme des Américains, avait nommé un directeur qui lui plaisait pas. Avec 40 volontaires du bataillon Dniepr ou Azov, je ne me souviens plus, il a pris le siège de Transnaft. En sortant, il a insulté les journalistes, il en a menacé certains, euh, et voilà. 2 jours après, il est convoqué à l'ambassade américaine, dont il Mhm. ressort doux comme un agneau. Oui, j'ai compris qu'il y avait un conflit d'intérêts entre ma fonction d'homme d'affaires et mon poste de haut fonctionnaire de Dnipropetrovsk. Parce qu'il était haut fonctionnaire de Dnipropetrovsk, il finançait les bataillons nationalistes, il était presque aussi puissant que Poroshenko, vous comprenez? C'est ces situations féodales, justement, où il y a un grand seigneur qui est presque aussi puissant que le roi. D'accord. Voilà. Et donc, de plus, à l'époque, il était encore propriétaire de la plus grande banque d'Ukraine, celle où les services secrets avaient leur compte. Mais, donc il est convoqué à l'ambassade américaine. Il est humilié en public par le président Poroshenko, qui lui fait signer Mhm. sa démission à la télévision. Il est humilié par les journalistes qui lui imposent de s'excuser, ceux qu'il a insultés à la sortie du siège. Et hop, il disparaît pendant 4 ans.
On n'entend plus trop D'accord. parler de lui, etc., etc. Et puis tout d'un coup, il y a sa créature, l'actuel président de l'Ukraine, dont tout le monde se connaît le nom, qui sort et qui bat Poroshenko aux élections. Et aussitôt, les Américains, vous D'accord. savez, ils ont là une loyauté à géométrie variable. Donc, ils laissent tomber celui qui n'est pas populaire et ils soutiennent celui qui est populaire. Or, Kolomoïski, c'est l'oligarque le plus, le plus prédateur, un des plus prédateurs de l'Ukraine. Voilà, donc. Alors, quand Seymour Hersh dit il y a quelques jours que la CIA soupçonne actuelle au pouvoir en Ukraine d'avoir détourné 400 millions de dollars, c'est pas très étonnant. D'accord. Bah, de toute manière, je crois que Zelensky, de mémoire, s'était fait pincer dans les Panama Papers. Euh, Ouais, les il Pandora faisait Papers. partie des chefs d'État qui Euh, avaient de l'argent caché. Les Pandora Papers. oui, mais ouais, mais bon, ils en ont tous. Je veux dire, vous voyez, Kolomoïski, qui a certainement été son mentor, donc, et il a des comptes partout. Il est en procès dans le Delaware, vous savez, c'est un État offshore, l'État de Joe Biden d'ailleurs. Il est Oui. en procès dans l'État de Delaware pour détournement d'argent en bande organisée. Ça, c'est le mentor du président actuel de l'Ukraine. Il est aussi accusé au Tatarstan, qui est une république de Russie, mais une république autonome, d'avoir détourné 800 millions de tonnes de gaz. C'est la culture Oui. du pays. Et c'est pas du peuple, parce que le peuple, il en souffre. Et en fait, si vous regardez les 25 dernières années, le peuple se révolte avec toutes les manipulations qu'il y a derrière, parce qu'il y a de l'argent américain, parce qu'il y a une réaction russe, peu importe. Le peuple se révolte, on soutient un oligarque gangster, et puis ça recommence, et le peuple est obligé de se révolter 5 ou 10 ans plus tard, à nouveau. Et ça, c'est les Ukrainiens D'accord. qui en souffrent. Et ils sont tous au courant de ça. Hein. Et pour ce qui est du fils Biden, alors c'est une rumeur qui a beaucoup circulé, disant qu'il avait des intérêts importants en Ukraine. Euh, Est-ce que c'est quelqu'un qui fait partie de ce système ou juste un homme d'affaires qu'on a accusé complètement à tort et qui a rien à voir avec tout ça? Non, bah, non. Vu la position qu'avaient les États-Unis et en particulier la famille Biden à ce moment-là, il est évident qu'il n'y a pas de fumée sans feu là. D'autre part, on revient à Kolomoïski dont je viens de parler. C'est lui qui possédait 45% des parts de la société où Hunter Biden avait, selon toutes les opinions autorisées, un emploi fictif. Hein, parce que c'est pas un expert en énergie. D'accord. Donc, maintenant, je connais pas le dossier en particulier, donc je peux pas faire de révélations à ce sujet-là. Mais ce que je peux dire, c'est que c'était une entreprise où l'oligarque Kolomoïski, le fabricant de Zelensky, avait 45% des parts, ce qui est une majorité confortable quand même. Hein. Enfin, une minorité D'accord. confortable, je veux dire. Une minorité confortable, oui. Et alors, du coup, OK, donc pour Biden, on ne sait pas. Pour Zelensky, on sait qu'il est au moins accusé, enfin, il a trempé dans des détournements de fonds, en tout cas, il a été accusé de ça. Et on a retrouvé beaucoup d'argent en Panama. Euh, Ce qui déclenche après la Russie, la guerre, pardon, l'invasion de la Russie, l'invasion par la Russie, c'est lié aussi à tout ça, à des rivalités entre les gangs de l'Ouest et les gangs de l'Est, comme vous les appeliez tout à l'heure? Bah, écoutez, forcément, de toute façon, parce que la guerre, elle n'a pas commencé le 22 février 2022, hein, elle a commencé bien avant. Elle a commencé en réalité Hmm. en 2014, mais et même en 2000.
à la rigueur en 2004-2005, parce que je me souviens quand j'ai quitté Kiev au printemps 2005, le gouvernement avait envoyé 1000 hommes des forces spéciales dans le Donbass. 1000. Ça fait beaucoup en forces spéciales. Donc voilà, il faut comprendre aussi que le Donbass est un endroit où il y a de grosses richesses minières, de grosses richesses de sous-sol. Il y avait la société américaine Chevron qui avait fait des études dans le Donbass en 2013-2014, jusque sous Poroshenko. Ils avaient découvert des gisements de schiste énormes. Mais après audit et études et tout ça, ils se sont dit non, il y a trop de monde à payer. On va pas gagner un rond. Oui. Ils sont partis. Et une fois que Chevron était parti, Shell a suivi immédiatement. Donc, ça, encore une fois, c'est tout le système et les Ukrainiens sont les premiers à le payer. Donc, il n'y a aucune critique vis-à-vis d'eux. C'est pas une nature proprement ukrainienne, c'est un système hérité finalement de l'Union soviétique déjà. Donc, quant aux raisons de l'entrée en guerre en Ukraine, on peut se poser, on peut gloser à l'infini. Néanmoins, il y a deux choses. C'est que depuis très longtemps, il y avait une opération de reconquête du Donbass qui était un secret de polichinelle, tout le monde le savait. Moi, j'en ai entendu parler à Kiev, j'en ai entendu parler à Paris. Je fais aucune révélation extraordinaire là. Suivant le scénario croate, de la manière dont les Croates ont reconquis la Krajina en 1995. Il y avait même des officiers croates qui s'étaient déplacés à Kiev pour expliquer comment ils avaient fait. Parce que pour eux, un Russe, c'est un orthodoxe comme un Serbe, donc un ennemi. Donc ça, c'est là où, quand les Russes disent oui, il y aurait eu un nettoyage ethnique et on ne pouvait pas laisser faire ça à nos portes, c'est pas entièrement faux. La seule question, c'est le moment qu'ils ont choisi. Parce que est-ce que c'était vraiment à ce moment-là que ça allait commencer? Pas sûr. Il y a des problèmes de fin de règne. Moi, je suis allé à Moscou en octobre 2021, en automne d'ailleurs. J'ai passé tout l'automne à Moscou cette fois-là. La paranoïa fin de règne était à son comble. La police était un peu sur les dents. Quand on a élevé la statue de mon ami Édouard Limonov sur son cimetière, il y avait un détachement de police très important pour un événement qui était quand même extrêmement symbolique. Donc, et peut-être toutes ces motivations-là, toutes les motivations de fin de règne, de pouvoir essouffler, etc. Puisque en 2014, quand il avait récupéré la Crimée, il était déjà en usure du pouvoir, le président russe, et tout d'un coup, sa popularité a regrimpé. Donc ça, c'est aussi une possibilité. Néanmoins, le fait qu'il y ait eu une opération potentielle de reconquête des territoires de l'Est, et voire de la Crimée, ça fait aucun doute. Encore une fois, ça n'était pas un secret. D'accord. Et alors, une dernière question, parce qu'il y a là aussi beaucoup de rumeurs qui circulent. Donc, l'Europe et les États-Unis fournissent énormément d'armes à l'Ukraine pour pouvoir se battre. Et ce que l'on dit beaucoup, c'est que ces armes, elles sont détournées et elles se retrouvent après vendues à droite à gauche à d'autres pays, en fait. Et que là encore, les oligarques récupèrent ces armes, les vendent et gagnent énormément d'argent avec ça. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble vrai ou pas du tout? Oui, alors ça fait absolument aucun doute qu'il y a au moins un tiers des armes qui est détourné et revendu ailleurs. Si vous voulez, Hirsch a dit récemment, justement dans le même papier, que il y avait des sociétés offshore qui s'étaient constituées un peu partout dans le monde qui étaient des sociétés écrans pour redistribuer les armes.
Des armes, on en retrouve sur le Darknet aussi. C'est des armes plus D'accord. légères. Si vous voulez, ma méthode, c'est toujours de comparer les histoires, l'information comparée. Ce que je peux vous raconter, c'est que je suis allé à une réunion à la Maison de l'Ukraine au début 2015, mars Hmm. peut-être. Euh, et la réunion, c'était les responsables de l'armement et les associations patriotiques. Les associations patriotiques étaient hystériques de rage contre les responsables de l'armement. Parce qu'ils avaient continué pendant la première guerre du Donbass, donc 2014-2015, ils avaient continué à Oui. vendre les tanks et les roquettes et les gilets pare-balles en Afrique, en Asie, pour toucher les rétrocommissions. Donc, si vous D'accord. voulez, et en plus, quelques jours avant, ils avaient arrêté des généraux qui revendaient les rations de guerre américaines sur Internet. Donc, si vous voulez, ça fait absolument aucun doute, hein. Ça a été confirmé. Il y a un blogueur ukrainien qui s'appelle Kirill Molchanenko, un blogueur d'opposition, parce que ça existe aussi l'opposition en Ukraine. C'est pas tout le monde n'est pas d'accord. C'est pas un bloc, quoi. Euh, Hmm. il n'est pas du tout pro-russe. Et il a dit que on revendait la boîte de 10 œufs qui était vendue 70 grivnia euh, dans les supermarchés de Kiev était revendue à l'armée 170 grivnia, sous prétexte de la logistique, le transport. Donc ça D'accord. surfacturait la nourriture à l'armée, et la nourriture qui était souvent de l'aide. Ouais. Encore une fois, c'est des secrets de polichinelle. L'opposition ukrainienne le dénonce énormément. Il faut, C'est un pour système. retenir. Oui, allez-y. Pardon. C'est un système étatique où c'est les généraux qui font ça, chacun de leur coin. Pendant la Première Guerre mondiale, au début de la guerre, l'armée russe s'est retrouvée, première ou deuxième, je ne sais plus. L'armée russe s'est retrouvée complètement dépourvue parce que, par exemple, ses généraux avaient vendu tout ce qui est couverture de survie, enfin couverture, etc. Et les généraux l'avaient vendu et les soldats s'étaient retrouvés sans couverture, sans rien. Euh, Est-ce que c'est la même chose? C'est-à-dire, ça reste au niveau des généraux ou alors c'est plus avant, c'est-à-dire c'est des ministres, un président qui Bah, vont revendre le on matériel, dit que quoi. c'est des ministres, oui. On dit que c'est des ministres. Il y a un exemple, c'est le ministre Avakov, donc ex-ministre de l'Intérieur, qui a acheté 10 hélicoptères à la France, ou 11 je crois, Mm. à Airbus. Dans un de ces hélicoptères, son successeur et toute l'équipe sont tombés et sont morts au mois de janvier. 15 personnes. D'accord. Cet Avakov avait une longue histoire à Kharkov, liée au milieu et à la droite radicale ukrainienne. Dans la purge de février, quand même c'était un peu bizarre que son successeur soit tombé dans les hélicoptères, mais bon. Euh, dans la purge de février, on a retrouvé les contrats de vente d'hélicoptères, non pas au ministère de l'Intérieur, où ils auraient dû être, mais chez lui. D'accord. Donc, la, tout le monde s'est toujours cassé les dents sur la corruption en Ukraine. Vous savez, comme on dit, on ne peut pas conquérir l'Afghanistan. Mais personne n'a jamais réussi à venir à bout parce que c'est systémique. C'est pas quelques brebis galeuses, etc. Non, c'est systémique. Et si vous voulez, on a nommé, par exemple, à certains moments, des gens qui soi-disant étaient propres, notamment une ministre de l'économie géorgienne, et elle a démissionné même pas un an plus tard parce que peut-être qu'elle était propre, mais tous ses subalternes, ils avaient les bonnes vieilles habitudes.
D'accord, oui, c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans la façon de fonctionner de l'État ukrainien pour le moment. De la culture, des institutions, etc. Vous savez, ouais, bien sûr. C'est cette histoire drôle russe, vous savez, où il y a un type qui arrive à un guichet pour avoir, je sais pas moi, une assurance de voiture ou une bonne place pour sa fille à l'université, et puis il tend l'enveloppe et l'employé qui lui fait face lui dit non, non, on fait plus ça, c'est fini. Et donc le mec il est pas content du tout parce qu'il le veut son truc, son assurance ou la place pour sa fille à Hmm. l'université. Donc il dit bah alors qu'est-ce que je fais etc. Et l'employé lui répond bah écoutez si vous voulez donner pour la lutte anticorruption il y a une boîte à l'entrée. Oui, d'accord. D'accord, d'accord. Oui, la façon de faire a changé, mais pas les habitudes, quoi. Donc, ok. Bon. Eh ben, écoutez, bah, merci pour cette interview, Thierry Marignac. Bah Je écoute, rappelle votre livre, La guerre avant la guerre. Je mets un lien dans la description pour ceux qui veulent aller le chercher. Puis, merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à ceux qui soutiennent la chaîne. Et je vous dis à tous, eh ben, à très bientôt.